Vérifier dans des buts de sûreté et de sécurité des systèmes d'information. Alors vous connaissez tous là, si vous avez programmé, qui a programmé dans la salle? Bon, vous avez tous utilisé un compilateur probablement, et quand vous programmez des systèmes embarqués, notamment les systèmes embarqués critiques, souvent vous avez un code source en C ou peut-être en C++, qui peut être soit écrit à la main, soit généré à partir de langages de plus haut niveau, par exemple Scale, pour les gens qui font de l'aviation civile, ça c'est courant. Et à la fin, vous avez du code assembleur. Et c'est un processus que d'habitude on questionne guère, parce que les bugs dans les programmes, en général, ils sont au niveau du code source. C'est vous qui avez programmé quelque chose qui ne fonctionne pas. On peut aussi avoir des bugs dans les bibliothèques, parce que les bibliothèques, elles sont plus ou moins bien testées. Mais on peut aussi avoir des bugs dans la compilation. Vous tapez un programme qui est correct et le compilateur vous le massacre et introduit un bug. Alors en général, on ne se préoccupe pas de ça parce que c'est tout de même moins courant, les bugs dans les compilateurs, du moins dans les compilateurs mainstream, que des bugs dans votre code source. Mais ça peut arriver, des bugs dans GCC, j'en ai trouvé par exemple. Bon. Vous pouvez aussi avoir un debug dans le système d'exécution. Alors, là, j'ai parlé de sûreté de fonctionnement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on gère les problèmes de fiabilité du code, mais on peut aussi se passer dans un contexte adversarial, avec des attaques. Bon, on sait qu'on peut avoir des protocoles mal conçus. Je vois un spécialiste de protocoles cryptographiques dans la salle, là. Vous pouvez avoir des vulnérabilités dans le code source. Bon, on connaît tous toutes et toutes les buffer overflow. Vous pouvez avoir des librairies vulnérables, des bibliothèques vulnérables. Vous pouvez avoir des attaques par canaux cachés. Et puis, quand vous travaillez sur des petits systèmes embarqués, genre les cartes à puce, vous pouvez aussi avoir des attaques par injection de faute. Je vais revenir dessus. Alors, dans le contexte des systèmes à haut niveau de sûreté, on utilise dans certains cas de la compilation formellement vérifiée. Alors, je vais expliquer de quoi il s'agit. C'est un problème de traçabilité. Quand vous êtes par exemple en aviation civile et que vous faites ce qu'ils appellent le niveau A, c'est-à-dire les choses les plus critiques dans l'avion, les choses qui, s'il y a un dysfonctionnement, peuvent provoquer un crash aérien, les autorités vous demandent la traçabilité entre les fonctions que vous vouliez accomplir avec votre système et le code qui tourne effectivement dans la machine. Et donc, traditionnellement, il y a une étape boîte noire là-dedans qui est la compilation. Et traditionnellement, ce qu'il faisait, c'est qu'il coupait toutes les optimisations, du moins chez Airbus, c'était comme ça qu'il faisait, il coupait toutes les optimisations pour pouvoir avoir une traçabilité assez directe entre le code source et le code objet. Évidemment, c'est très pénalisant. Et donc, il y a une autre approche qui a été introduite, on va dire, à échelle un peu industrielle au cours des 20 dernières années, c'est de faire une preuve mathématique que le code objet correspond au code source. Donc vous avez une définition mathématique du sens en termes d'exécution de programme des codes sources, une définition mathématique du sens de ce que veut dire en termes d'exécution le code objet, et une preuve mathématique que cette exécution dans le code objet correspond à l'exécution au code source. Cette preuve, ce n'est pas une preuve papier-crayon, parce que bon, on sait bien que les preuves de mathématiques ou d'algorithmes papier-crayon, des fois il y a des bugs dedans, c'est très fastidieux à faire. Donc c'est une preuve qui est vérifiée à l'aide d'un assistant de preuve. Donc il y a un outil informatique qui vérifie que toutes les étapes de démonstration sont correctes. Et donc, alors il existe en fait très peu de compilateurs formellement vérifiés avec le processus que je viens de décrire. En fait, pour des langages un peu raisonnables, un peu généraux, j'en connais deux. Un qui s'appelle CompCert, et il y en a un autre qui s'appelle CakeML, qui est pour un dialecte du langage ML. Donc c'est tout de même quelque chose d'assez restreint. Donc nous travaillons sur une version dérivée de CompCert. Alors CompCert, ça s'utilise tout à fait normalement, ça s'utilise comme un compilateur C, ordinaire. Vous lanceriez GCC ou Clang, vous ne serez pas dépaysé, la ligne de commande ressemble beaucoup. Donc ce qui est important, c'est que la partie preuve, les utilisateurs finaux, les gens qui ont besoin de compiler quelque chose, les gens par exemple chez Airbus ou dans d'autres entreprises qui utilisent CompCert, n'ont pas à la regarder.
c'est quelque chose qu'ils vont transmettre aux autorités qui vont devoir valider leur système quand ils vont demander la qualification de leur système, mais ce n'est pas quelque chose qu'ils ont besoin de regarder eux-mêmes. Alors, donc je vais revenir sur les cas d'application industrielle. Donc j'ai parlé d'Airbus, il y a aussi des entreprises qui travaillent dans le domaine du nucléaire, des centrales nucléaires civiles qui utilisent CompCert, aussi dans le domaine aérospatial. Le point important, c'est qu'avec CompCert, vous ne pouvez pas avoir de bugs dans les phases d'optimisation. C'est que les phases d'optimisation dans les compilateurs classiques sont des choses très compliquées. Des bugs un peu tordus, par exemple dans Clang et l'LVM, on en a vu un certain nombre. Hein. Et quand vous êtes dans un contexte de traçabilité, ça c'est très gênant. Donc c'est pour vraiment des entreprises qui doivent justifier de la traçabilité. Alors, comment est-ce que ça se passe, cette partie preuve? Alors, je vais donner un peu de détails. Qui dans la salle a déjà utilisé un assistant de preuve? Bon, pas grand monde, donc ça sera instructif. Alors, on va commencer par définir, pour le langage source, c'est-à-dire ici, on va dire C99 ou même C11, hein, le langage C, on va définir une sémantique, c'est-à-dire une définition mathématique de ce que ça veut dire qu'exécuter un programme. Et en fait, c'est assez difficile à faire, hein, si vous regardez, parce que le standard du langage C, il contient effectivement une définition de ce que sont censés vouloir dire les programmes écrits en langage C, mais cette définition n'est pas mathématique. C'est un grand paquet de textes en anglais, et il y a parfois des bouts du standard sur lesquels moi, je ne suis pas très sûr de ce que ça veut dire. Par exemple, le mot-clé restrict. Donc, qui a déjà vu le mot-clé restrict en C? Alors, le mot-clé restrict, je ne sais pas lui donner une définition mathématique précise. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait j'ai pas encore lu, une thèse de master qui tente de donner une définition mathématique à restrict, mais j'ai cru comprendre aussi que ce n'était pas très satisfaisant. C'est-à-dire que la personne qui a fait ça avec un immense mérite a tenté quelque chose. Donc vous voyez, c'est pas facile du tout à donner un sens. Donc dans CompCert, il y a une définition mathématique de ce qui se passe dans le code source C et qui voit l'exécution d'un programme comme étant une séquence d'événements visibles de l'extérieur. Alors qu'est-ce qu'un événement visible de l'extérieur? C'est par exemple une écriture ou une lecture dans un registre système. Hein, vous avez des périphériques dans votre système. Quand vous interagissez avec eux, c'est visible de l'extérieur. Ça peut aussi être, si vous avez un programme qui n'est pas entièrement contenu dans lui-même, ça peut être un appel de fonction à une librairie externe, un appel de fonction à un runtime, un appel de fonction au système d'exploitation. Et le point important, c'est que la compilation doit préserver cette sémantique, c'est-à-dire que la même trace d'événements visibles du monde extérieur, qui est produite au niveau du code source, doit apparaître au niveau du code exécutable. Alors là, il y a un sujet un peu épineux. Quand on est en langage C, il y a énormément de comportements indéfinis. Vous avez une idée des comportements indéfinis en langage C? Qui a eu à peu près une idée? Non? Ah, je vois Marie-Laure qui dit oui, parce qu'elle enseigne ça en cours. Alors en fait, si vous programmez en langage C, il y a énormément de comportements qui sont marqués dans le standard comme étant indéfinis, mais vraiment des choses que vous ne soupçonneriez pas. Genre vous faites une addition entre deux entiers signés qui fait un overflow, c'est un comportement indéfini. Et une fois que vous avez eu un comportement indéfini, toute la suite de l'exécution n'est plus définie. C'est-à-dire il peut se passer n'importe quoi. Hein, c'est permis par le standard. Donc ça, c'est une difficulté au niveau code source. Et donc après, il y a des étapes. Donc dans cette preuve mathématique, il y a des étapes de préservation sémantique. Un compilateur, c'est généralement fait par une suite de passes, de transformations et d'optimisation. Tous les compilateurs, hein, que ce soit GCC, Clang ou CompCert. Si vous utilisez l'LVM, c'est même paramétrable. Hein. Vous pouvez regarder la liste des optimisations, les lancer une par une. Et dans CompCert, chaque passe doit venir avec une preuve de préservation sémantique. Donc en général, pour la plupart des passes, cette preuve
est de la forme, si vous faites par exemple un pas d'exécution dans la représentation intermédiaire avant la transformation, alors vous allez avoir un pas d'exécution après cette transformation et qui correspondent ces deux pas, avec une notion de correspondance qui dépend de la passe. Donc, par exemple, quand vous êtes en train de faire la passe qui gère la notion d'appel de fonction et de passage de paramètres, eh bien, vous allez avoir le pas d'appel de fonction qui va correspondre, une fois le code transformé, à un ensemble de pas où vous mettez les bonnes valeurs dans les bons registres, vous gérez la pile, enfin, tout ce genre de choses-là. Alors, plus généralement, on est des fois obligé de transformer une séquence de pas dans le programme source vers une séquence de pas dans le programme d'arrivée. Ça arrive notamment quand vous faites des optimisations qui réorganisent un peu le code. Je répète, ça, si vous êtes utilisateur, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper, c'est de la tambouille interne. C'est pas facile à faire. Alors, exemple, pour vous donner une idée de ce que sont ces fameuses sémantiques de langage, au niveau code source, eh bien, il faut définir le sens de chacune des constructions du langage C. Par exemple, qu'est-ce que c'est le sens du if then else? Eh bien, quand vous êtes dans un état où vous devez exécuter un if then else, vous commencez par exécuter l'expression sur laquelle on fait le if, et suivant que cette expression va vous arriver, le résultat de l'évaluation de cette expression va arriver sur true ou false, vous allez devoir exécuter l'une ou l'autre branche. Donc c'est vraiment une définition mathématique assez laborieuse du sens de chacune des constructions du langage C. Alors, évidemment, je ne vais pas vous montrer des extraits des sémantiques de toutes les représentations intermédiaires de Concert, parce que sinon ça serait assez barbant et ça prendrait beaucoup de temps. Donc je vous en montre au moins une autre, c'est sur la représentation intermédiaire qui sert à faire la plupart des transformations d'optimisation. Alors vous allez par exemple avoir une opération qui s'appelle IOP, qui sert justement à exécuter les opérations arithmétiques élémentaires. Et donc on va vous dire, c'est quoi la sémantique d'une opération? Eh bien c'est de... Donc ce que donne cette définition, c'est quand vous êtes à un point de programme PC dans une fonction f, et qu'à cet endroit-là, il y a une instruction qui vous dit d'exécuter une opération arithmétique, alors il faut aller récupérer les valeurs dans les registres. Donc rs-arg, c'est récupérer les arguments de l'opération dans les registres. Oh, pardon. Si cette exécution de cette instruction retourne bien une valeur, donc il y a la possibilité éventuellement d'avoir un plantage. Si vous faites une division par 0 sur certaines architectures, dans certains cas, ça n'avance pas. Alors vous avez le droit de passer de l'état où vous demandiez d'exécuter cette opération à un état où le résultat de l'opération est mis dans le registre destination. Vous voyez, c'est vraiment une définition assez pédestre de ce que veut dire l'exécution d'opérations élémentaires. Donc il y a pareil pour la lecture de quelque chose en mémoire. Si vous devez exécuter une lecture en mémoire, il faut calculer l'adresse, récupérer la chose dans la mémoire et la mettre dans le bon registre. Et puis donc à la fin, vous terminez avec une sémantique de l'assembleur. Alors ça c'est assez laborieux aussi, puisque vous avez, ça c'est de l'assembleur pour du ARM 32 bits. Donc quand vous exécutez une opération d'addition, eh ben, vous allez aller récupérer les valeurs d'un registre, vous allez aller récupérer les valeurs d'un autre registre, mais sur lesquelles vous avez le droit de faire des décalages de bits, vous allez faire votre addition, et puis après vous allez mettre la valeur résultante dans le registre destination. Donc c'est pas très surprenant, mais c'est assez laborieux quand il faut faire ça sur toutes les instructions. Donc que faisons-nous par rapport à ça, nous, dans notre laboratoire? Nous avons une version améliorée de Concert qui s'appelle Chamois, parce que nous sommes à Grenoble, donc il y a des massifs montagneux autour, avec parfois des chamois un peu difficiles à voir. Notre compilateur, il n'est pas difficile à voir parce qu'il est sur un guide qui est public. Enfin, de temps en temps, on met à jour la version publique quand on est un peu content de ce qu'on a fait. Donc vous avez deux versions publiques en fait. Il y a le chamois avec des optimisations en plus, une cible en plus pour le processeur d'une entreprise appelée Calray, quelques fonctionnalités de sécurité. Et puis vous avez la version chamois Arsène avec en plus des protections de flow de contrôle contre les attaques pour faute. Je vais revenir dessus. Alors, les premières mesures de sécurité, les canaries sur la pile. Donc ça sert... Qui connaît les canaries? Bon,
Alors, je présente très rapidement, c'est contre les buffer overflow. Quand vous êtes quand vous avez une attaque par buffer overflow dans la pile, vous avez des variables locales qui sont passées par pointeur et il y a un intrus qui vous fait dépasser le buffer, qui vous fait écraser des données importantes qui sont derrière. Si vous utilisez un langage qui vérifiait les accès dans les bornes des tableaux, ça n'arriverait pas. Vous êtes en C, il n'y a aucun garde-fou, ça peut arriver. Et donc le canary, c'est juste une donnée qu'on met à la fin de vos données qui sont dans le stack frame. Et quand il y a une attaque, en règle générale, par buffer overflow, vous allez écraser le canary. Et à la fin de la fonction, il y a un petit bout de code qui vérifie si le canary est encore vivant. Et puis si le canary est mort, eh ben, on trappe l'exécution du programme. Mesure de sécurité très bête, mais apparemment, ça bloque énormément d'attaques. Donc, c'était présent dans GCC et dans Clang. Pour nous mettre en jambe un peu sur les fonctionnalités de sécurité, on l'a implémenté dans Concert. Donc évidemment, là, il faut faire la preuve que l'exécution normale est préservée même en présence de canary. Donc là, je vous montre un exemple de programme vulnérable. C'est un programme qui fait un string copy sans vérifier des longueurs. Et en choisissant bien ce qu'on met dans les trucs d'attaque, on peut lui faire exécuter quelque chose d'arbitraire. Bon, je ne vous fais pas la démo, croyez-moi sur parole. Venez me voir après éventuellement si vous voulez une démo. Alors, maintenant, je vais vous parler d'un autre type d'attaque qui est un peu plus exotique, parce que les canaries, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Enfin, les attaques par buffer overflow et la parade par canary, il y a beaucoup de gens qui connaissent. Les attaques pour faute, c'est un peu plus exotique. Alors, ça, c'est quand vous êtes sur des processeurs embarqués, vous allez... sur lesquels vous ne contrôlez pas l'environnement d'exécution matériel. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une alimentation qui n'est pas forcément fiable et sur laquelle on pourra injecter des perturbations. Vous pouvez envoyer des tirs de laser, vous pouvez envoyer des impulsions électromagnétiques. La sécurité par rapport à ce type d'attaque est requise dans certains contextes. Si vous avez certains produits de sécurité, vous devez les faire valider par des CESTI et les CESTI vont éventuellement regarder les vulnérabilités par rapport à ce type d'attaque et éventuellement même conduire des tirs de laser sur votre puce. Il faut tirer à un moment bien choisi, éventuellement on observera des comportements intéressants. Alors la limite supérieure de tout ça, c'est vous louez une ligne de synchrotron, ça coûte quelques dizaines de milliers d'euros à la journée, et vous faites une attaque avec des faisceaux de rayons X extrêmement ciblés. Alors évidemment, ça c'est une attaque qui n'est pas réaliste pour des applications style carte de paiement, mais si on est en train de parler par exemple d'applications militaires, je ne sais pas moi, un matériel français qui serait en Ukraine, qui serait récupéré par les Russes, ils ont des synchrotrons les Russes. Donc c'est une attaque qui peut être pertinente dans certains cas. Et quels sont les effets d'une attaque par faute? Alors ils sont difficiles à prédire exactement, parce que vous balancez un coup de laser à un endroit sur une puce, vous allez illuminer très fortement un certain nombre de transistors et remonter de ce qui se passe physiquement à ce qui se passe vraiment à l'exécution du programme, ce n'est pas évident. Pareil, quand vous êtes en train de perturber l'horloge du processeur, ça provoque des choses, mais ce n'est pas forcément quelque chose de totalement reproductible par les gens qui font les attaques. Mais certains effets peuvent tout de même être observés sur certains types de puces. Notamment, vous pouvez arriver, avec des perturbations bien choisies, à leur faire sauter des instructions, inverser des branchements, ou éventuellement exécuter 2 fois la même instruction. Alors c'est très tordu ce qui peut arriver. Si vous regardez certaines puces ARM par exemple, c'est pas vraiment sauter une instruction, c'est sauter un fetch d'instructions, ce qui fait qu'ils ont commencé à exécuter, ils récupéraient 16 bits d'une instruction de 32 bits, ils sautent les 32 bits suivants et ils récupèrent les 16 bits suivants. Donc vous exécutez une instruction qui n'existe pas dans le programme normalement, assemblée avec 2 morceaux de 16 bits. Donc les conséquences sont très variables. Alors, mais bon, il faut tout de même se prémunir par rapport à ça dans certains contextes. Alors, si je prends par exemple ce programme, est-ce que vous voyez des vulnérabilités? Non? Ouais? Il est vulnérable? C'est une version très simplifiée d'un truc qui demande un code et puis qui valide le code. Est-ce que vous pouvez me critiquer ce programme?
Non? Bon, alors j'ai les solutions. Alors, premièrement, oui, je sais, il est vulnérable à des attaques en timing. C'est pas ce que je veux couvrir ici. Bon, faudrait pas l'écrire comme ça. Bon. Et deuxièmement, en fait, si vous arrivez à perturber le processeur au moment où il vient de rentrer dans la boucle, alors vous pourrez lui faire exécuter la boucle 0 fois. Et si vous exécutez la boucle 0 fois, alors il va considérer que le code est correct. Donc ce qu'il faut faire, c'est arriver à lui faire inverser son premier test. Et ce genre de choses est éventuellement possible à l'aide d'un tir de laser bien synchronisé dessus. Donc là, vous pourrez éventuellement conduire à ce que votre carte à puce ou votre application similaire valide une opération qui normalement n'aurait pas dû être validée. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme contre-mesure par rapport à ça? Alors, la plus souvent, c'est fait à la main, c'est-à-dire qu'ils vont dupliquer des calculs, dupliquer des tests, dupliquer des chargements mémoire, vérifier qu'il y a certaines valeurs qui sont bien dans certains ensembles de valeurs réputées correctes à certains endroits, mettre à jour des variables supplémentaires et vérifier de temps en temps que ça correspond. Et là, on peut se poser des questions sur ces contre-mesures. Premièrement, est-ce qu'elles sont correctes? Est-ce que vous n'allez pas, dans certains cas, empêcher l'exécution correcte du programme? Parce que surtout si vous rajoutez ça à la main, à un moment ou à un autre, vous allez peut-être vous tromper. Deuxièmement, est-ce que ces mesures ont en réalité une efficacité par rapport à des attaques? Est-ce qu'elles sont adéquates? Pas du tout évident. Et enfin, plus subtil, vous rajoutez des contre-mesures dans le code source, est-ce qu'elles ne vont pas être enlevées par votre compilateur? Alors par exemple, si j'écris ce programme-là, alors je ne fais pas confiance. Parfait. Je ne fais pas confiance, je vais mettre un test. Et je me dis, si le test a été inversé par un coup de laser, s'il a été perturbé, je remets un deuxième test derrière et je vais vérifier que les résultats sont cohérents, puis sinon je vais sortir du programme. On pourrait, hein, c'est raisonnable. Mais si vous faites ça, que vous passez ça dans GCC en mode optimisation, il voit que les tests sont redondants et il enlève le test redondant. Donc votre contre-mesure ne fonctionne pas. Vous pouvez voir dans le code, d'ailleurs, vous ne verrez même plus les appels à exit. Donc vous êtes obligé, ce que nous avons fait nous, c'est que nous avons rajouté des constructions dans le langage source, dans des extensions AC, qui permettent de spécifier qu'il y a des valeurs qui ne doivent pas être considérées comme redondantes. Donc, c'est des valeurs qui, en fait, vont être des copies d'autres valeurs du programme, mais le compilateur va avoir interdiction d'optimiser en supposant que ce sont des copies. Nous avons également rajouté... Alors, le problème, c'est que ça, c'est encore des contre-mesures qu'il faut mettre à la main, là, ce que j'ai dit. Donc, nous avons également automatisé l'inclusion des contre-mesures. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à mettre vos duplications de tests à la main, nous allons avoir une passe qui va vous rajouter des duplications de tests toute seule. Et nous allons aussi mettre des tests par rapport à des variables supplémentaires qui vont s'assurer que votre exécution dans le programme passe bien par des chemins prévus. C'est-à-dire on va calculer, de temps en temps on va mettre à jour une variable par des calculs, et de temps en temps on va vérifier qu'il contient bien la valeur qui est prévue. Et si vous avez par exemple inversé un test ou fait sauter votre programme à un endroit pas prévu, il y aura un moment une valeur qui ne va pas correspondre et le programme va trapper. Donc bon, je vous passe le détail, on voit à certains endroits qu'on a rajouté la contre-mesure. Alors qu'est-ce qu'on doit faire comme preuve par rapport à ça? Premièrement, il faut absolument prouver que les contre-mesures ne changent pas les exécutions normales du programme. Ça on l'a fait dans tous les cas. Et on a fait, mais alors là par contre pas pour toutes les contre-mesures que nous avons citées, d'une preuve de robustesse par rapport aux attaques, c'est-à-dire que nous montrons que s'il y a une attaque, alors soit l'exécution va se poursuivre normalement, bon c'est une attaque pas efficace, soit l'exécution va attraper. Pour un certain modèle d'attaquant bien sûr. Alors quel va être le futur pour nous sur ces questions de sécurité en compilation formellement vérifiée? Ça fait un peu de la peine de faire de la compilation formellement vérifiée sur C, puisque comme je disais, c'est pratiquement impossible d'écrire un programme qui n'a pas de comportement indéfini en C. Donc on va se diriger sur Rust, qui est un langage très riche.
Et je conclue en vous donnant quelques références si ça vous intéresse. Donc CompCert, c'est un projet qui a été lancé par Xavier Leroy, qui était à l'époque à l'INRIA, qui est maintenant prof au Collège de France. Voici nos publications sur les aspects sécurité. Et j'attends vos questions. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut vous applaudir parce que c'était à la fois très technique mais d'une grande fluidité. Donc bravo pour l'exercice. Est-ce que vous avez des questions particulières justement sur ces compilations? Sur les lignes de code? Ah, il y a une question. Attendez, je vais vous passer le micro. Merci pour la présentation. Quel est le surcoût que ça a de rajouter ces vérifications en termes de temps d'exécution sur le programme final? Alors là, je ne connais pas par cœur les chiffres, mais effectivement, c'est assez coûteux si on les met partout. Donc on a des directives, on peut spécifier sur quelle fonction mettre ça. Réponse précise à une question précise. Est-ce que c'est du coup, juste une question, est-ce que c'est du coup en temps homme ou est-ce que c'est du coup justement en investissement financier? Alors, si vous les mettez à la main vous-même dans le code source, c'est du temps en termes de temps de programmeur et de programmeuse. Et vous avez donc en plus la possibilité de vous tromper. Si vous les faites mettre comme ce que nous proposons dans une partie de l'exposé là, avec une passe automatique dans le compilateur, alors là, vous avez juste à spécifier où vous voulez les mettre. Ça se met automatiquement, donc ça a beaucoup moins de temps, beaucoup moins de possibilités de se tromper, mais ça a un coût en termes de temps d'exécution et de taille du code que vous embarquez dans la machine.